que si ça serait très intéressant qu'à la fin, il y ait un petit peu de discussion. Ça montrera l'intérêt de ce sujet. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, Tu n'es pas très bien cadré, on voit que tes yeux. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, parfait. Là. Voilà. Voilà. Et là, tu peux y aller. Voilà. Donc, voilà la thématique. Vous voyez qu'elle est double sur à la fois le pronostic fonctionnel des métastases du squelette appendiculaire que l'on aura opéré, bien évidemment, ça tournera essentiellement autour de ça, et aussi le pronostic vital. Ah, je n'arrive pas à faire avancer mon chemin. Alors, soit tu le fais en appuyant là, soit tu dois avoir Voilà. des... Alors, je me suis fait aider de Louis et de Nicolas, mais aussi pour la statistique de Pierre Lemonnery, qui a réussi, je crois, à sortir d'un tas de chiffres extrêmement intéressants. Pour répondre à cette problématique, je m'appuierai essentiellement sur le symposium Softcode 2017 et bien sûr sur la littérature. Ce symposium Softcode 2017, il y a déjà des papiers qui sont sortis de ce travail, mais c'était des papiers essentiellement sur du rétrospectif et qui mélangeaient rachis et membres. Là, on ne parlera que d'une série prospective de 2016-2017, pendant globalement l'année 2017, que l'on a réactualisé pendant la fin de 2019 et le début 2020. Réactualiser signifie qu'on a tout simplement renseigné sur la présence encore sur cette terre ou pas des patients qui avaient été inclus en 2017, sachant que ces patients, bien évidemment, ils avaient été tous opérés. Lorsque l'on se penche sur la littérature, et chaque fois vous aurez un petit logo qui vous montrera que c'est la littérature, sinon vous aurez un autre logo qui vous mettront, qui mettront en évidence que c'est à partir de cette série la littérature. Ce tableau pour insister sur le caractère ostéophile de ces tumeurs, le sein, la prostate, le poumon, la thyroïde et le rein sont classiquement des tumeurs dites ostéophiles, c'est-à-dire qu'elles envoient entre autres des métastases au niveau de l'os. Ça se retrouve, vous voyez, sur la fréquence générale à partir des tumeurs solides, des métastases osseuses, et on voit que le sein, en particulier le poumon et le rein sont en position. On est un petit peu étonné, par exemple, de la présence des cancers colorectaux en fréquence des métastases. En fait, il faut l'intégrer dans le cadre de l'histoire naturelle de ses propres tumeurs. Et lorsqu'on se penche sur cette histoire naturelle, on voit qu'elles ne sont pas ostéophiles et on va voir que les autres sont franchement ostéophiles. Vous voyez que la thyroïde n'apparaît pas, elle est dans autres, et on verra tout autour que les cancers de la thyroïde sont certes réputés ostéophiles, mais qui n'apparaissent pas dans notre pratique quotidienne parce que bien maîtrisés sur le plan médical et donc ils n'ont pas, si on peut dire, le temps ou l'occasion de faire des métastases osseuses. Je ne comprends pas que je n'arrive pas à passer mon... Voilà. Si on regarde la chronologie, c'est toujours le même article, la chronologie de survenue en fonction du cancer primitif, on s'aperçoit que très régulièrement, chaque année, apparaissent un pourcentage non négligeable de métastases. Et là, on retrouve bien le caractère très ostéophile des cancers de la prostate et des cancers du poumon, où on voit chaque année, très régulièrement, apparaître des métastases osseuses, si je puis dire, dans le cadre de l'évolution spontanée de la maladie. Alors que pour les cancers colorectaux, ils sont certes, parce qu'ils sont fréquents quantitativement pour eux-mêmes, mais on voit qu'il n'y a pas une grande progression de l'apparition des métastases. Pour le cancer du rein, cette progression est minime et ça se retrouve bien évidemment sur
ces courbes qui montrent bien que, ici en rouge, la courbe pour le cancer de la prostate, on a très très rapidement des métastases qui apparaissent. Le cancer du rein est franchement ostéophile, puisque l'on voit que sur cette référence où il y a plus de 11 000 cancers du rein, eh bien, pratiquement un tiers des patients ont évolué vers une métastase osseuse. Donc, on fait bien d'isoler au sein de la prise en charge des cancers primitifs qui donnent les métastases osseuses, on fait bien d'isoler ces 5 cancers ostéophiles. Ces cancers ostéophiles donnent bien sûr des lésions métastatiques osseuses, au rachis ou au squelette appendiculaire. Il y a une certaine prépondérance des localisations des métastases osseuses et on voit que les cancers du sein envoient essentiellement des métastases au niveau des os longs, alors que les cancers de la prostate les envoient au niveau du rachis, et ainsi de suite. 70%, vous voyez, des métastases du rein vont au niveau des os longs. Ceci est intéressant comme idée épidémiologique pour la surveillance des 10 cancers. On en arrive, vous voyez, donc à présenter la série issue du symposium SOFCOT. Alors bien sûr, c'est une série multicentrique qui avait 11 centres, mais Toulouse avait à peu près un quart à un cinquième de l'ensemble des patients. On était largement représentés. Vous retrouvez, comme déjà annoncé, la fréquence des différentes tumeurs avec une grande prédominance de cancer du sein, suivi par le poumon, le rein, et puis un petit peu loin derrière, la prostate et la thyroïde. Ceci étant dû à l'histoire naturelle de chacun de ces cancers, et on va y revenir. Donc, ça ne vous étonne pas qu'il y ait une prédominance, bien sûr, féminine au niveau de ces cancers, sachant qu'il y a quand même aussi des cancers du sein chez l'homme. Mais globalement, il n'y a donc que des lésions du squelette appendiculaire et une forte prédominance donc d'étiologie mammaire. Dans la description de ce collectif, on a été un petit peu étonné par certaines données, et en particulier la fréquence des tumeurs osseuses révélatrices. Donc pratiquement, vous voyez, 20%, un patient sur 5 commence son cancer par une métastase osseuse. C'est le cas de ces métastases révélatrices. Dans 60% des cas, elles venaient du poumon. Et pour le poumon lui-même, un tiers des cancers du poumon ont commencé leur maladie, si on peut dire, par une métastase osseuse. Donc, un peu plus du tiers des cancers du poumon débutent sur le plan clinique par une métastase osseuse. Vous avez ici affiché les délais de survenue, en excluant bien sûr les révélatrices, et on voit l'étalement dans le temps de la survenue de ces métastases osseuses, plus de 4 ans, presque 5 ans pour le rein et la prostate, plus de 7 ans pour le sein, et de manière très très éloignée, plus de 15 ans pour les cancers de la thyroïde. Ceci explique une part de la rareté des métastases à opérer pour les cancers de la thyroïde, parce que pour peu que le patient ait une soixantaine d'années au début de sa maladie, ça reporte la survenue potentielle de métastases tard dans sa vie, donc c'est un petit peu moins fréquent. Vous avez ici 2 illustrations de localisation chez le même patient d'une métastase au niveau du tibia et au niveau de l'avant-bras. Un patient sur 2 s'est présenté, alors chaque fois ça s'affiche, voir la salle d'attente. Ça, voilà. 50% des patients avaient une altération d'emblée de l'état général, ceci est logique. Et en particulier, on a été très étonné avec Pierre de constater que le ASA, fixé par nos collègues anesthésistes, était souvent extrêmement intéressant sur le plan de pronostic. Donc, plus d'un patient sur 2 avait un ASA 3, 4. Donc, vous voyez, on a une catégorie de patients qui est extrêmement particulière. Donc, il y a bien la différence à faire. Ce sont tous des patients qui ont été opérés. Donc, ce sont des patients qui avaient un événement osseux clinique évident. C'est différent, et on le redira plusieurs fois, des patients qui ont une tumeur solide et
des métastases, mais qui, elles, sont non ou non symptomatiques et qui ne sont souvent que retrouvées à l'imagerie. On n'est pas étonné donc, de cette catégorie de patients très particulière, puisque un patient sur deux avait d'emblée une métastase viscérale, c'est-à-dire une métastase concomitante hépatique ou cérébrale ou pulmonaire, ce qui vous montre donc l'importance de l'altération de l'état général. Ce chiffre est majeur pour la thyroïde. Tous les patients avaient des métastases viscérales et pratiquement 2/3 des patients qui avaient une tumeur rénale avaient aussi une métastase viscérale. Pour les métastases osseuses, la diffusion est variable. Pour la prostate, 85% avaient plusieurs métastases, mais pour l'ensemble de la série, pratiquement le tiers des patients. Vous avez ici s'affichant les âges, chacun des patients avec une petite différence entre les hommes et les femmes, en particulier à cause des métastases de la prostate qui surviennent chez les gens plus âgés. Vous avez en bas la répartition des différentes pièces squelettiques intéressées avec une large prédominance des métastases fémorales suivies par l'humérus et suivies par le côtis. J'ai du mal à passer les vitesses, comme on dit. La fracture pathologique a été un mode révélateur dans 43% de nos dossiers. Et une sur deux, sur ces 43%, donc 20%, étaient en plus révélatrices, ce qui montre bien la difficulté que l'on peut avoir diagnostique en présence de ces lésions. Les étiologies de ces fractures est un petit peu particulière, puisqu'on s'aperçoit que c'est la prostate qui est en premier dans le cadre de ces fractures pathologiques et que 65% des cancers de la prostate se sont révélés par une fracture pathologique. Et de manière un petit peu étonnante, une grande partie de ces fractures pathologiques sont survenues sur l'humérus. C'est-à-dire que 65% des humérus se sont présentés avec une fracture pathologique. Vous en avez une ici magnifique. Alors que, pourtant, ce n'est pas un os portant. Et 44% des fémurs se sont présentés avec une fracture pathologique. Donc, le message intermédiaire est le suivant. Dans ce collectif de patients, c'est l'étiologie mammaire et le site fémoral qui a prédominé. Toujours dans ce collectif, on a été très surpris du caractère très précaire de l'état général de ces patients, avec un ASA élevé, lié très certainement aux métastases concomitantes. Et aussi, on a été étonné par la fréquence élevée des fractures pathologiques, ce qui montre qu'il y a là un défaut dans la prise en charge de ces patients, que ce soit par nous-mêmes ou que ce soit par nos collègues sénologues. Donc, on peut essayer de donner quelques idées à partir de ce message intermédiaire et de ce message issu de ce collectif, qu'il faut manifestement se rapprocher des sénologues à cause de la fréquence, mais aussi de l'ensemble des cancérologues. Il faut être proche d'eux pour pouvoir justement leur proposer de voir ces patients, au moins déjà leur dossier radiologique, pour anticiper le geste opératoire et en particulier prévenir la fracture pathologique. Ils n'ont pas toujours, nos collègues oncologues, ils n'ont pas toujours les armes ou le feeling pour voir la possibilité de prévenir ces fractures pathologiques. Et voyez en particulier au niveau de l'humérus, qui pourtant, donc, je le répète, n'est pas un os portant et qui finalement peut être le siège de fractures pathologiques de manière assez fréquente. Alors voyons la première partie de ce topo qui est le pronostic fonctionnel de ces dossiers. Alors, on va la catégoriser un peu et ça me permet un peu de faire par là l'enseignement pour la prise en charge de ces patients, c'est-à-dire comment nos collègues oncologues et nous-mêmes, nous devons de noter sur nos observations le niveau de ces patients. Et le premier de ces niveaux, c'est l'échelle de la douleur, avec 10 la douleur maximum, 0 aucune douleur. Alors, on ne va pas trop donner de chiffres, on va se donner sur des impressions générales. Et là, vous avez l'impression générale avec ces petites barres qui représentent chacun un patient. Et on voit assez rapidement, dès les 6 premiers mois, se décaler, heureusement,
vers les zones antalgiques pour la majeure partie des patients. Ce qui fait que la moyenne initiale était à 6, donc vous voyez des gens qui étaient hyperalgiques, et la moyenne finale est à 3, avec bien sûr une progression symptomatique. Donc, on a une efficacité sur la douleur, mais je rappelle que ces patients sont parfois des polymétastatiques et qu'il est toujours un petit peu difficile de savoir quelle est la cause exacte de la douleur persistante. Le patient, lui, n'analysant qu'une fois pour toutes sa propre douleur. Ce qui est intéressant aussi de vérifier, c'est pourquoi on retrouve encore des patients ici avec une douleur relativement importante au point de vue final. En fait, en regardant chacun de ces dossiers, on s'aperçoit que ce sont des patients pour lesquels on a pris la douleur finale, on a évalué la douleur finale au 12e mois, et en fait, ce sont des patients qui étaient en fin de vie, qui étaient ici, c'est-à-dire qu'ils sont décédés vers le 13e, 14e ou 15e mois. Donc, quand on a noté la douleur au 12e mois, c'était une douleur qui était déjà chez un patient qui était malheureusement en fin de vie liée à la diffusion métastatique. Et ça a été d'ailleurs une grosse surprise en étudiant la littérature, c'est que personne, je dis bien personne, ne précise à quel moment on évalue le résultat clinique des patients. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, sachant que le pronostic de ces patients étant extrêmement court, et vous verrez qu'il y a des délais de vie à 6 mois, donc à quel moment on doit fixer cette échéance d'évaluation, et ça n'a pas de réponse. Deuxième manière d'évaluer le résultat, c'est le score OMS. Ça me permet de vous le donner, il est à droite. Là, nos collègues oncologues parlent vraiment en OMS, et vous le verrez sur leur courrier, où ils notent de manière très claire et très nette, le patient est OMS 0, donc il est en parfaite santé, ou il est OMS 4, il ne va pas bien du tout. Le 5, bien sûr, on ne vous le convoque pas. Vous retrouvez aussi cette petite échelle un petit peu visuelle qui vous permet de voir que on n'a pas été extrêmement pointu, puisque vous voyez que certes, on a un peu déplacé les 2 qui sont devenus des 1, voire des 0, mais qu'on n'a pas beaucoup progressé vers là. Et ça se retrouve sur la moyenne initiale qui était à 1,8, il passe à 1,6, donc on a fait peu ou pas de progrès, et bien sûr, ce n'est extrêmement pas significatif. Et donc, on voit apparaître que sur le plan fonctionnel, on a des résultats modestes, et ce terme va être plusieurs fois prononcé. Troisième manière d'évaluer aussi les résultats, c'est un score qui est assez proche du score OMS, mais qui est un petit peu plus détaillé, c'est le score de Karnofsky. Alors, pourquoi je vous le propose? Ce n'est pas utilisé par nos collègues cancérologues, mais dès qu'on lit n'importe quel article, on le retrouve de manière extrêmement fréquente, d'autant que ce score est aussi utilisable pour les métastases d'origine rachidienne. Là aussi, vous voyez le résultat. Les colonnes bleues, donc les colonnes finales, sont un peu plus décalées vers la droite avec un meilleur résultat, mais vous retrouvez encore des résultats ici en finale, vous voyez, à 40-50. Vous voyez, 40-50, ça ne fait pas grand-chose comme résultat. Le patient est invalide ou bien il est quasiment complètement invalide. Donc, vous voyez, on a des résultats qui sont quand même là aussi modestes. Pareil, je vous donne la même explication. On retrouve ici des patients qui avaient une altération de l'état général, qui avaient des métastases viscérales, ou pour lesquels on a évalué le résultat à 12 mois, quelques temps finalement avant leur disparition par la diffusion métastatique. Sur la marche, qui permet donc d'évaluer toutes les métastases issues du fémur, et du tibia et de l'acétabulum, donc un collectif quand même qui est plus de 150, je crois, patients, entre les 5 critères très très simples, impossible, vous avez compris, déambulateur, une canne, limité, sont des gens qui marchent sans moyenne de soutien et de manière illimitée. Et normal, eh bien, ça parle d'eux-mêmes. Pareil, là, vous voyez, cette impression de grande modestie des résultats,
Bon, il y a un peu plus de patients qui ont une marche normale, un peu plus qui ont une marche limitée. Donc, mais on retrouve encore des patients qui sont restés en déambulateur ou à la marche impossible. Il est clair qu'un patient qui a une fracture pathologique du fémur, à qui on va mettre un clou centromédulaire, il ne va pas réellement débuter son appui avant, et qui aura de la radiothérapie, il ne va pas réellement commencer son appui avant le 3e, 4e mois. Ensuite, le pronostic n'est pas bon, surtout si c'est un poumon. Et finalement, vous voyez, il terminera malheureusement sa vie vers le 12e, 13e mois ou 14e mois, avec un résultat qui restera très modeste. Pour les métastases du membre supérieur, donc l'humérus, il y a quelques deux os de l'avant-bras aussi. L'évaluation a été très simple, impossible, il ne s'en sert pas du tout. Aidé, c'est-à-dire qu'il manipule son membre supérieur opéré avec l'autre, c'est-à-dire pratiquement pas. Limité, il a une utilisation quasi complète, mais très courte dans le temps, et normal. Peut-être un peu plus de résultats intéressants en ce qui concerne donc cette évaluation plus précise, si vous voulez, de nos résultats. Alors on se dit, mais alors, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Et donc, on plonge dans la littérature, et là, aux surprises, on ne trouve pratiquement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun papier qui ne rapporte, je répète, les résultats cliniques ou bien la qualité de vie. Ce papier de Turcotte, qui était venu d'ailleurs à la Sofcote pour le symposium, qui est une équipe canadienne, voyez, 67 sites appendiculaires avec une évaluation faite à 1 mois et demi et 3 mois. Alors, le SF36, c'est un score que vous pouvez retrouver pour autre chose. MSTS, c'est le score de Henneking, c'est un score pour les tumeurs primitives. Et le test, c'est aussi un score assez proche du test qui a été mis au point par le T de Toronto. Eh bien, aux surprises, pas d'amélioration, enfin aux surprises, aux mauvaises surprises, pas d'amélioration de la qualité de vie, ce qui fait que ça nous a rassuré un petit peu quand on a revu tous nos résultats, puisque finalement, on n'avait pas plus mal que les autres. Mais est-ce qu'on peut comparer vraiment tous ces résultats comme on l'a fait? Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, ce résultat de cette patiente qui avait cette fracture pathologique sur un cancer du sein avec une disparition quasi complète de tout le mérus distal que j'avais opéré avec Pierre, d'ailleurs en plus assez compliqué. On ne peut pas finalement la comparer avec la même lésion métastatique au niveau du coude, c'est la même région anatomique, que l'on a vite réglée par cette plaque et cette cimentoplastie. Idem, peut-on comparer une prothèse inversée avec cette lésion métastatique? Elle n'était pas très apparente de face, mais si vous regardez bien le profil, il y avait vraiment un numérus mité. On comprend que ce résultat, avec une récupération extrêmement rapide, le temps, toujours le problème du temps, eh bien, on ne peut pas trop comparer les choses. Idem pour ce genre de lésion. Voilà une lésion acétabulaire avec finalement des conditions anatomiques proches pratiquement d'une coxarthrose primitive, d'autant que la patiente n'avait pas d'autre localisation métastatique au niveau du bassin, donc on peut avoir un espoir de récupération à 6,6 sur ce genre de patient, versus cette patiente pour laquelle il y a cette lésion métastatique diffuse, une première chirurgie, quelques mois après, réapparition d'une extension tumorale, passage sur cette grosse prothèse de reconstruction, et on comprend qu'à chaque épisode, eh bien, la personne, le patient a perdu de la fonction. Donc, c'est sûr qu'il faut aller de manière un petit peu plus précise au sein de chacune de ces techniques opératoires avant de dire que l'on a été moins performant. Donc, message intermédiaire, nouveau message intermédiaire, donc modestie des résultats cliniques, ça c'est évident. Comparaison difficile avec la littérature parce qu'elle est très pauvre. Et la problématique de la détermination de la date de l'évaluation et la nécessité d'intégrer le type de chirurgie qui a été réalisée. Donc, le message pour la conclusion, la mini-conclusion, c'est qu'il faut améliorer notre prise en charge, probablement par nos techniques opératoires, par le biais de proposer une chirurgie fonctionnelle optimale, avoir peut-être un petit peu plus d'ambition, et une prise en charge spécifique de chaque patient. Le patient va être pris en charge spécifiquement
dans son contexte d'état général, mais aussi va être pris spécifiquement pour la lésion métastatique. Deuxième partie du topo, le pronostic vital. Alors, on va rester bien sûr un petit peu du côté plaisanterie, mais bien évidemment, tout ceci montre bien le caractère très, très sombre, bien sûr, de ces lésions. Alors d'abord, issu du symposium, on a été bien sûr pas étonné parce qu'on le savait un petit peu, mais on a pu noter des décès prématurés, c'est-à-dire dès le premier mois, que l'on peut considérer comme périopératoire, avec probablement une évaluation insuffisante par nous-mêmes, par nos collègues anesthésistes, puisque le patient n'a vraiment pas du tout bénéficié, si on peut dire, du geste opératoire. Et en particulier, tous ces décès, 6 patients sur 10 qui sont décédés, avaient un cancer d'origine pulmonaire. Donc, pour cette étiologie, il faut être extrêmement prudent et même penser que parfois, il faut se replier sur des solutions bien plus simples, uniquement médicales. En tout cas, 14% des métastases d'origine pulmonaire sont décédées dans le premier mois. Dans les 3 premiers mois, on retrouve, vous voyez, 22% des patients décédés, encore et toujours d'origine pulmonaire. Donc, un patient sur 2 décédé dans les 3 premiers mois, eh bien, avait un cancer d'origine pulmonaire, ce qui fait plus du tiers de cette pathologie. Voilà déjà des premières données. Toute étiologie confondue et tout site confondu, ce qui n'est pas qu'une manière un petit peu globale, un peu, j'allais dire, grossière de voir le problème, eh bien, la présence d'une métastase fracturée ou symptomatique qui a nécessité un geste opératoire, le détail est très important, eh bien, vous voyez, la survie globale est de moins d'1 an. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre quels sont, s'il y a des facteurs qui permettent d'avoir une petite idée pronostique. Et la présence d'une métastase viscérale, oui, influe énormément sur ce délai de survie. C'est en univarié, donc c'est tout mélangé, donc ça a une valeur très, 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 très minime. Le hasard est important. À partir du hasard supérieur à 2, eh bien, on a des pronostics de vie qui sont altérés. L'EVA du départ, c'est-à-dire l'importance de la douleur, est aussi un facteur de mauvais résultats, enfin de survie, de survie raccourcie. Idem l'OMS, idem le Karnowski, que ce soit à 40, 60 ou 70. Je répète que un patient qui a un Karnowski à 70 est autonome, incapable de poursuivre une activité normale ou de travailler de façon active. Tout ça, ça influe sur la survie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Pardon. On peut en tirer que les patients que l'on a opérés et pour lesquels la survie a été malheureusement écourtée étaient des patients qui étaient douloureux, ça c'est très subjectif, mais des patients qui avaient une altération fonctionnelle importante, que ce soit par le biais de la quantification par l'OMS ou par le Karnowski. Donc, dès que l'on aura des patients qui ont une fonction, un état fonctionnel altéré, eh bien, on s'expose plus que l'inverse, on s'expose à avoir une survie écourtée. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra essayer de proposer des gestes opératoires avant la survenue d'une altération importante de la fonction qui retentit sur la survie. Passons, si vous voulez bien, chacun de ces 5 cancers ostéophiles et en séparant bien pour chacun les pronostics de survie, le pronostic vital, en fonction du moment où on s'intéresse à la métastase osseuse. Si on prend les cancers du sein issus de ce gros travail qui est récent, qui est de 2019, où il y avait, vous voyez, plus de 2000 patients. Lorsque une patiente, on pourrait dire patient parce qu'il y a quelques hommes, ont une métastase osseuse, quel que soit le traitement. Donc là-dedans, dans ce papier, il y a traitements médicaux, des traitements chirurgicaux, des biphosphonates, enfin ainsi de suite. On s'aperçoit quand même que le pronostic de survie est donc très altéré, puisque à 1 an, il n'y a qu'un patient sur 2 qui
qui reste vivant. Donc, la survenue d'une métastase osseuse est quelque chose de grave. Attention, parce que ce sont des papiers qui sont quand même relativement anciens, qui ont déjà 7 ou 8 ans, parfois même 10 ans. Et donc, j'ai essayé de prendre les plus récents et les plus quantitativement démonstratifs, mais parfois, on a des données qui ont certainement évolué dans le temps. Lorsque l'on s'intéresse au même type de patients, mais qui ont été opérés, un peu comme les nôtres, eh bien là, on a des chiffres qui restent, somme toute, maîtrisables. C'est-à-dire qu'avec un traitement chirurgical, on arrive quand même à améliorer la survie de ces patients. Il n'y a aucun topo sur les métastases osseuses opérées uniquement d'origine appendiculaire, puisque vous voyez, dans cette série de 301, eh bien, il y a 71 rachis, donc une petite proportion de rachis. Quels sont les facteurs pronostiques, et c'est ça qui compte dans la survie? Ce sont les suivants. La date opératoire, ça a été démontré que dans ce papier, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que entre les patients opérés entre 86 et 99 versus ceux qui ont été opérés entre 2000 et 2012, eh bien, on a une très nette amélioration du pronostic. Donc là, tout simplement parce que le traitement est meilleur. Quand il y a beaucoup de métastases, le pronostic est moins bon. Lorsqu'il y a une métastase viscérale aussi, et lorsqu'il y a une fracture pathologique, le pronostic est moins bon, l'inverse étant vrai. Donc là, on a des points d'action. Là, nos collègues cancérologues se montrent de plus en plus efficaces. Et là, nous, on a à prévenir les fractures pathologiques en opérant les malades de manière préventive. C'est le rôle de nos collègues cancérologues, mais aussi c'est notre rôle que de bien les avertir en leur disant « attention, il va y avoir une fracture ». Alors, pour les cancers du sein, avec quand même une fréquence extrêmement importante, le papier est de 2000, il n'est pas très vieux le papier, je ne vois pas très bien, il est de 2014 ou un truc comme ça. C'est un papier du Karolinska, qui est l'hôpital de Stockholm, qui est un hôpital très, très en avance sur la prise en charge des métastases. Et pour la petite histoire, lorsque le prix Nobel est décerné en Suède, comme vous le savez, eh bien, le jury est issu des médecins du Karolinska. Donc, c'est quand même des gens auxquels on peut donner confiance. Voilà pour le cancer du sein. Et en ce qui nous concerne, nous, en isolant la série cancer du sein, il y avait plus d'une centaine de patients. On est à peu près on s'est aperçu qu'on était à peu près dans les normes, mais on est quand même chez des patients qui ont été pris en charge vers 2016, 2017. On a retrouvé exactement les mêmes choses. L'âge, c'est-à-dire les patients âgés, depuis 60 ans, avaient un moins bon pronostic. Celles qui avaient une métastase viscérale, celles qui avaient un ASA élevé, celles qui avaient un EVA important. Donc, notre collectif était proche de ce qu'il y avait dans la littérature, c'est toujours rassurant. Cancer du poumon. Cancer du poumon, là, les chiffres sont extrêmement inquiétants, bien évidemment. Toujours pareil, issus de la littérature, métastatique osseux, tout traitement, donc il y a des opérés, des pas opérés, ainsi de suite. Voilà un petit peu les données de la littérature et surtout, intéressons-nous aux médianes de survie, donc la présence d'une métastase osseuse dans le cadre d'un cancer du poumon, voyez, donne des médianes de survie entre 7 et pratiquement 10 mois, avec comme facteur péjoratif l'OMS, les pas opérés, les hommes, toujours l'OMS, et puis notre type de pathologie. Lorsque le patient est opéré, il n'y a pas de grande modification du pronostic. Vous voyez, c'est 98 métastases. Il y a encore du rachis qui se promène ici, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. C'est toujours issu du Karolinska. On voit que la médiane de survie est à 3 mois, avec, encore une fois de plus, ça fait 2 fois qu'on le rencontre, on ne le rencontrera pas tout le temps, la survenue d'une fracture pathologique, qui est un facteur de mauvais pronostic. En ce qui nous concerne, on était à peu près, voilà la série donc, du symposium, on était à peu près dans les normes, 4,4 mois. On a retrouvé exactement les mêmes choses. Là, il n'y avait que des sites périphériques.
Tandis que tout à l'heure, il y avait aussi des sites rachidiens qui peuvent pour eux-mêmes modifier un petit peu les résultats. Nous passons au cancer du rein, et d'abord, comme d'habitude, la littérature. Alors, je n'ai pas trouvé de patients non opérés, il n'y a que des patients opérés, et on voit qu'il y a aussi des résultats qui sont un petit peu plus encourageants, puisque à 1 an, on a les 3/4 des patients encore présents, et à 5 ans, à peu près le tiers des patients qui est encore vivant. Ce sont donc des patients opérés d'une métastase. Les facteurs péjoratifs, lorsque la métastase a été révélatrice, lorsque la néphrectomie n'a pas été faite, ou lorsque le patient avait un état clinique initial altéré. Vous voyez, toujours les choses qui se retrouvent. Idem pour le nombre de sites, idem pour la métastase, la récidive, nombre de métastases. Et puis, lorsque la chirurgie a été intralésionnelle, on y reviendra. C'est-à-dire que lorsque la chirurgie est allée au sein du cancer, était R2, R1 ou R2, c'est-à-dire les seins du tissu tumoral, ça a altéré de manière très nette le pronostic. Dans notre série, il y avait 50 sites uniquement de la périphérie. Bon, on n'était pas trop mal, vous voyez, sur la médiane de survie, avec les mêmes facteurs retrouvés, là, le ASA et le EVA préopératoire. Je vous ai donné le schéma que m'a proposé Pierre, avec de la périphérie et du rachis, à peu près identique. Cancer de la prostate, uniquement tout traitement, c'est toujours la même équipe, c'est traitement chirurgical, hein, je me suis trompé, toujours la même équipe du Karolinska, médiane de survie 6 mois. Il n'y a pas que de la périphérie, il y a du cancer, mais ce n'est pas séparé, et avec ici les délais de survie. Les facteurs pronostiques toujours les mêmes, la présence d'une métastase et l'âge avancé, lorsqu'il y a la métastase osseuse qui survient chez un patient au-delà de 70 ans. Pour le collectif chez nous, voilà ce qu'on a trouvé, des chiffres qui sont proches de ce qui a été trouvé dans la littérature, et toujours comme facteur péjoratif, un Karnowski bas, donc des patients qui ont un état général altéré. La thyroïde, alors on n'aura presque rien à dire puisque nous, il n'y avait que 5 patients et on ne pourra se replier que sur la littérature. Et là encore, très peu de papiers, un seul, pour être très clair, un papier japonais. Les Japonais ont beaucoup écrit sur les cancers de la thyroïde, avec comme un facteur un âge avancé, la présence d'une métastase viscérale et la survenue d'une métastase tardive, qui est un facteur de pronostic qui n'est pas très favorable. Mais si on va voir de manière globale, on s'aperçoit que les délais de survie sont extrêmement intéressants dans ce type de tumeur, avec des patients qui, à 10 ans, vous voyez, presque un patient sur 2 est encore à vie à 10 ans. Donc, message intermédiaire, les survies sont courtes, terriblement courtes. Il y a un lien très étroit entre la survie et le cancer primitif, avec le plus péjoratif, le poumon. Il y a un lien très étroit entre la survie et le contexte métastatique, métastase viscérale associée, de manière très logique, bien sûr, hein, et patient polymétastatique osseux. Et il y a un lien étroit entre l'état fonctionnel et la survie. Ça, c'est une petite nouveauté qui paraît intéressante. Ce qui fait que nous, de notre côté, on doit avoir deux conclusions à ce message. C'est que pour certains cancers, chaque jour compte. Et vous me l'avez des fois entendu dire à la réunion de service, pour un cancer du poumon qui a une fracture métastatique, eh bien, il ne faut pas l'opérer 3 jours, 4 jours après. Il faut gagner sur le calendrier au maximum et les opérer le plus rapidement possible. Un jour, c'est un jour. Et il faut dépister les indications et les patients optimaux, c'est-à-dire les indications en particulier préventives, et les indications, c'est des patients qui ont un état général le moins altéré possible. Ce qui veut dire que comment peut-on estimer la survie, puisque c'est quelque chose qui va être important dans l'établissement de l'indication opératoire et de la technique opératoire. Est-ce que l'on peut estimer cette survie sans regarder dans la boule de cristal? Oui, c'est possible parce qu'il existe des moyens d'estimer cette manière de survie, des moyens validés. Je vais vous en présenter 3. Comme vous aurez
le PowerPoint, on pourra passer rapidement, tout simplement en se référant sur l'article La littérature. Le premier et le plus important, c'est le score de Katagiri, qui est un score qui a été validé par cet auteur et qui a pour base de rassembler et de donner une cotation, l'étiologie avec une tumeur qui grandit lentement, modérément et tout rapidement, la présence de métastases viscérales, tests de laboratoire anormaux, c'est-à-dire essentiellement la CRP et la calcémie, EGOX et l'OMS, si le patient a eu ou n'a pas eu de métastase, et si le patient est polymétastatique. Donc, c'est quand même relativement facile à remplir, et ça a permis à Katagiri et de le valider, bien sûr, que son score a une valeur pronostique. Entre 0 et 3, vous voyez qu'on en a une survie qui est extrêmement longue, on peut tabler sur une survie extrêmement longue, et au contraire, des scores entre 7 et 10, au contraire, sur des survies extrêmement courtes. C'est donc ça peut être extrêmement fonctionnel par patient. Alors, il y a d'autres manières d'aider à déterminer la survie. Il y a un score qui a été établi par le fameux Karolinska. Toujours pareil, ils l'ont publié, mais ils l'ont validé. Ils l'ont fait valider eux-mêmes ou bien par d'autres, par des Italiens. Vous avez tous reconnu, j'espère que les amoureux y sont allés, jeter une pièce à la fontaine de Trévi à Rome et au Fujiyama. Tout ça, ça a été vérifié. Je passe rapidement, il suffit tout simplement de se replier. Et même, il y a une troisième manière de s'aider à la détermination, c'est une saisie en ligne où on vous propose, voilà la page d'Internet, on vous propose, en rentrant tout un tas de données, d'avoir un pronostic à 6 et 12 mois du patient que vous inscrivez. Alors, il y a 15 critères qu'il faut rentrer, l'âge, la race, on va y revenir, le sexe, et ainsi de suite. Vous les avez tous notés. On retrouve toujours un petit peu, bien sûr, les mêmes choses. Vous retrouvez, bien sûr, l'origine du cancer primitif. Mais ces critères sont très discutables. Voilà donc les 3 catégories de cancer. Et puis des choses qui pour nous sont discutables. La race, je ne vois pas ce que ça vient faire. L'estimation par le chirurgien, là, un peu le maquignon qui dit ce patient il va pas partir longtemps, la présence ou non de tumeurs, d'adénopathie, il y a des choses un petit peu mystérieuses dans la manière de déterminer cela. Pour dire en fait que ce sont des aides à la détermination de la survie qui ont été validées, c'est vrai, notamment pour celui de Katagiri, mais c'est simplement une aide. Les critères, on a vu initiaux, ils sont discutables et surtout, il y a d'autres critères à intégrer et c'est un peu la conclusion que l'on peut en tirer de ce message intermédiaire, c'est que le Katagiri peut aider lors d'une RCP, lors de la discussion, parce que ça, on peut le faire très très rapidement. Pendant que nos collègues cancérologues parlent, on peut très bien le faire nous-mêmes. Et il faut de toute façon tenir compte de l'importance de la chirurgie et surtout de l'efficacité du contrôle de la maladie, et ça c'est évolutif dans le temps, bien évidemment. La prise en charge d'un cancer du rein avec les anti-angiogéniques est complètement différent maintenant qu'il y a 10 ans, avec un pronostic qui est complètement modifié. Donc les critères importants, y compris dans le Katagiri, va dans le temps se modifier. Donc ça, c'est ce qui signifie qu'on ne peut faire, on peut s'aider de ces critères, mais pour un patient, il faut une discussion patient par patient. Je voudrais insister sur le dernier point, qui est un point d'actualité, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à la fin, c'est la notion de chirurgie carcinologique. Dès les premiers papiers de 2014 de Ratasvori, qui est toujours l'équipe du Karolinska, décidément, ils sont partout, ils ont parfaitement démontré que, quel que soit le type de tumeur, quand on pouvait faire un geste carcinologique, c'est-à-dire une résection totale de la métastase, la courbe de survie s'aplatissait grandement et se prolongeait. Vous avez un exemple ici qui s'affiche, c'est une métastase unique d'un cancer du rein, elle était diaphysaire, la voilà ici en IRM, donc bien sûr la logistique, l'indication repose sur l'IRM de faisabilité, et où on aboutit à des modifications extrêmement importantes. Ceci a été démontré de manière très très nette par ces Japonais,
dans ce papier tout récent de 2018 sur le JBJS pour les cancers du rein, où sur les 58 sites, il y avait beaucoup de rachis, 33, avec bien sûr au préalable une embolisation. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque la résection carcinologique a été faite, le pronostic passe à 10 ans, la survie est à 10 ans, la médiane de survie est à 10 ans, alors que si on a fait un geste lésionnel, on est à 4 ans et demi. Donc, je crois que ça parle tout seul. Donc, à nous, au sein de la présentation de ces dossiers, de retirer les dossiers pour lesquels on peut avoir un geste carcinologique. Alors, classiquement, on dit pour une seule tumeur, mais on peut probablement étendre un petit peu, et même s'il y a une métastase pulmonaire, qui peut d'ailleurs être enlevée par le chirurgien thoracique, s'il y a une ou deux autres métastases, on peut, donc le patient est dit oligométastatique, on peut encore prétendre à faire ce type de geste. Donc, c'est une des conclusions majeures de ce topo. La première conclusion, donc, le geste opératoire, il est sous notre dépendance, c'est ce fameux confort de vie, et ce topo et la publication que l'on va en faire très prochainement dans l'OTSR avec mes autres collègues du symposium Softcode montrent que l'objectif a été partiellement atteint, voire tout juste atteint, et ça, c'est bien sûr quelque chose qui est très difficile à vivre, et je crois qu'il faut absolument s'améliorer. Il y a des choses malheureusement que nous ne maîtrisons pas, c'est que ce sont des patients en sursis, d'où la nécessité d'être le plus performant possible sur le plan fonctionnel. Et oui, nous ne maîtrisons pas le primitif, nous ne maîtrisons pas les métastases viscérales, mais on peut maîtriser l'altération fonctionnelle et en examinant ces patients, voire proposer plus rapidement que ce qu'on le faisait autrefois, un geste opératoire un petit peu plus important. Cette prise en charge actuelle, elle est donc marquée par 3 points. Reconnaître les sites à risque fracturaire avec le score de Mirel, ce qui veut dire qu'il faut être disponible téléphoniquement, se faire envoyer les radios, les examiner et très rapidement dire oui, il y a un geste chirurgical à prévoir. Et on a vu qu'il n'y a pas que les fémurs qui sont à risque fracturaire, il y a aussi l'humérus, et c'est aussi une petite surprise de ce travail prospectif. Il faut convaincre les intervenants d'un geste précoce, c'est notre action au sein de la RCP, où on doit être présent et intervenir. Et il faut identifier les indications carcinologiques, c'est-à-dire identifier la technique opératoire pour réaliser tel ou tel geste, donc c'est souvent des arthroplasties, et bien sûr trouver tous les motifs pour lesquels un geste carcinologique est important, un patient en bon état général, uni ou oligométastatique, avec un cancer primitif qui est relativement bien maîtrisé par nos collègues cancérologues. Voilà les 2 conclusions que je vous propose et j'écoute vos questions. Vous avez vu que j'étais un fan du chat. Je trouve qu'il a des réflexions intellectuelles et philosophiques tout à fait intéressantes. Je vous écoute. Eh bien, merci Paul. Merci pas simplement pour cette brillante communication, mais aussi la saga que tu nous fais sur les tumeurs, qui est vraiment très intéressante et qui va servir de référence, d'autant plus que c'est enregistré. Je rappelle à chacun qu'on peut y accéder. Donc, avant que vous posiez vos questions, moi, j'ai beaucoup aimé médecin, serment d'Hippocrate, infirmière, serment d'Épicure. Ça m'a beaucoup plu. Dis-moi, là, je suis étudiant à l'internat, on me demande les cancers ostéophiles. Et si je rajoute les cancers d'origine intestinale, ça ne va pas surprendre? Oui, ça va surprendre. Ça va surprendre parce qu'en fait, quand le papier que j'ai montré, c'est sur l'ensemble des métastases. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Ce papier traitait des cancers et des métastases. Et donc, j'ai retiré la quantité de métastases osseuses. Et comme les cancers digestifs sont très fréquents au sein de l'ensemble des métastases, leur pourcentage au sein des métastases osseuses apparaissait comme de manière importante. Mais c'est entre guillemets artificiel, puisque eux-mêmes n'en progressent pas. Il y en a très peu, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il y en a très peu. On reste classique. On reste avec les classiques. Moi, j'aurais une question. La surprise est prostate
prostate et thyroïde, et qui n'apparaissent pas parce que ce sont des tumeurs qui sont bien maîtrisées sur le plan médical. Donc, le patient ne présente pas de risque métastatique osseux majeur. D'accord. Maintenant, un petit problème diagnostique. J'ai un primitif qui n'a pas été trouvé, j'ai une métastase révélatrice, mais je ne trouve toujours pas le primitif. Est-ce que la biopsie d'une tumeur osseuse peut aider à trouver le primitif? Elle l'aidera, oui, c'est sûr, mais pas complètement. Ça va finir, ça peut très bien finir, et assez souvent d'ailleurs, par adénocarcinome d'origine inconnue, point. Ce qui est tout à fait gênant pour les cancérologues, bien sûr, et pour traiter. Mais en général, la métastase révélatrice, faut aller voir le poumon, faut aller voir le rein, et déjà, il reste plus. Souvent, c'est le rein quand on ne trouve pas. C'est dommage parce que tu nous as dit que c'est un cancer qui a un meilleur pronostic qu'avant. Et c'est souvent le rein quand on ne trouve pas. Par exemple, la métastase à l'humérus avec fracture, on cherche, ça finit par être un cancer du rein. Oui. Ensuite, tu nous as dit qu'on pouvait espérer être carcinologique et même améliorer le traitement d'une métastase unique. Le problème, c'est que j'ai quelqu'un, par exemple, qui a un cancer du sein sans métastase, mais il faudrait que j'attrape cette métastase dès qu'elle arrive. Tous les combien je vais la surveiller et avec quel examen? Alors, la surveillance des cancers mammaires est clinique, mais elle dépend de la réponse thérapeutique. C'est-à-dire que quand le patient a eu une excellente réponse thérapeutique, finalement, il les surveille relativement peu, il les surveille annuellement, et puis ensuite, ils allongent la surveillance. Par contre, quand il y a une mauvaise réponse thérapeutique, qu'il y a eu par exemple des adénopathies satellites, qu'il y a eu une résection qui a été pas carcinologique au niveau du mammaire, là, il les surveille plus régulièrement et en particulier cliniquement et une scintigraphie. Ce qui se discute à l'heure actuelle et qui semble passer maintenant dans la norme, c'est le PET scan ou l'IRM Total Body. Oui, le PET scan à la fluorocycline ou un truc comme voilà, ça. Le PET scan, ce qui est dommage, c'est la place de l'IRM parce que la scintigraphie, ça révèle des tumeurs tardives, mais l'IRM, bien faite, corps entier, est un examen qu'on pourrait faire en attendant cette première métastase que l'on pourrait traiter. Oui, c'est un cours d'évaluation. C'est un cours d'évaluation. Ça va sortir bientôt. Puis en plus, l'IRM, voilà, il y a cette histoire de total body, peut-être de plus grande finesse que le PET scan. Mais globalement, on en est là. Ce qui m'a étonné, c'est cette tumeur d'extrémité supérieure de fémur que tu as montrée, qui était évoluée. Tu as fait une ostéosynthèse et on voit une image suivante où il y a une forme de consolidation. Ça peut consolider une fracture pathologique sur métastase? Oui, alors c'est là aussi le pari que l'on fait sur les fractures pathologiques. Il faut bien évidemment les irradier. Les irradier, puis que derrière, mais enfin en général, nos collègues cancérologues s'en occupent, c'est qu'il faut un traitement anti-angiogénique, le XGVA, ou des biphosphonates. Donc il y a une prise en charge médicale du côté résorptif osseux. Et bien sûr, il y a une prise en charge aussi médicale de l'évolutivité du cancer. Donc, si c'est hormonothérapie pour la prostate ou le sein, chimiothérapie pour les autres types de tumeurs. Donc, il y a un petit peu de tout ça. Mais la réponse est oui. Le taux de consolidation est quand même assez important. Il est autour de 60 à 70%, avec des cas, alors bien sûr, comme toujours, on montre les beaux résultats de patients. Mais pour nous, ça impose quand même quelques petites notions qui sont finalement les mêmes que celles que l'on a en traumatologie. Donc, il ne faut pas des écarts interfragmentaires trop importants. Il ne faut pas une tumeur trop volumineuse sur la diaphyse. Vous voyez, il y a un petit peu ce petit feeling que l'on doit retrouver qui fait que devant une fracture pathologique, on peut réfléchir en fonction de l'état général du patient et de sa tumeur primitive, on peut réfléchir sur un geste de résection, alors qui ne sera pas carcinologique, mais qui sera fonctionnellement plus… le patient pourra utiliser plus rapidement, si je puis dire, son traitement chirurgical. Si on met une grosse prothèse massive
avec une fixation cimentée, le patient peut marcher au bout d'un mois et demi sans canne, ou en tout cas rien qu'avec une canne. Si on lui met un clou gamma et qu'il faut faire la radiothérapie, il va peut-être appuyer plus complètement au bout de 3 mois, 4 mois. Toujours pareil, ce fameux calendrier, pas calendrier, ce chronomètre qui tourne et qui fait qu'il faut essayer de ralentir ou en tout cas d'y mettre le plus rapidement possible le patient sur une bonne fonction. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais justement, ça introduit ma dernière question. Tu dis qu'en fait, il faut les opérer assez vite dès qu'on l'a découvert. Dès qu'on a découvert cette métastase avec un risque de fracture, il vaudrait mieux les opérer vite. Et tu as vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'accéder au bloc opératoire. Ce n'est ni une urgence, parce que c'est un risque de fracture, il n'est pas cassé, mais il faudrait aller assez vite. Est-ce que tu penses qu'il faudrait organiser une partie du service autour de ces malades? Est-ce que tu as une idée du nombre de malades? Est-ce qu'on peut les répartir? Est-ce qu'un bloc par semaine irait pour faire ce type de malade en le réservant? Et s'il n'est pas occupé à la dernière minute, on y mettra d'autres malades? Voilà, pour l'heure, je n'ai jamais eu, je crois, Louis non plus, enfin, nous qui nous en occupons, on n'a jamais eu de grandes difficultés. Je crois que la difficulté la plus importante, mais coupez les micros, s'il vous plaît, c'est pour nos collègues anesthésistes qui ne sentent pas la chose. C'est pour ça que j'ai insisté de manière un peu véhémente en disant un jour de gagner, c'est un jour de gagner. Voilà, c'est peut-être là où ça manque. Et d'ailleurs, l'organisation à Toulouse, qui est assez exceptionnelle, Il n'y a pas beaucoup de RCP dédiés en France sur les métastases, très peu, très peu. Donc, cette RCP a un petit défaut, il nous manque un médecin anesthésiste. Mais bon, il en faudrait un pour le rachis, un autre pour la périphérie. Mais enfin, il manque un médecin anesthésiste pour nous permettre un petit peu de recadrer. Mais pour l'heure, vu le recrutement, il me semble que en étant pragmatique, on peut y arriver. Mais c'est sûr que l'augmentation de ce recrutement est certaine dans les années qui viennent et ça va se poser. Mais je vois aussi que tu es au centre du fait que ça marche bien, parce que dès que tu as ce type de malade, tu cherches le bloc, tu cherches l'anesthésiste, tu discutes, ça te demande un effort quand même d'opérer chacun de ces malades. Et ça ne rentre pas dans la routine du service. Oui, oui, oui. Ben, il faut, voilà, ben, Ça marche bien parce que c'est toi et c'est toi. s'investir. Il faut Voilà, s'investir. il faut s'investir beaucoup dans Y les… compris avec nos collègues radiologues. On a besoin d'un scan pour évaluer, par exemple, les métastases du cotyloïdienne. Ben, il ne faut pas passer par le circuit normal, quoi. Il faut prendre le téléphone et appeler Bacellerie ou Marie Faruche et dire ah, il me faut un scan. Voilà. Et c'est là où ça passe plus rapidement. Hein. Bon, moi, j'ai terminé mes questions. Donc, je vous rappelle que pour poser une question, il suffit d'ouvrir son micro et vous avez la parole. Allez, vous étiez censés tous avoir une question. Allez, Pierre. J'ai une question pour Paul. Merci, Paul, pour cette présentation. Sur les cancers digestifs, on arrive à contrôler parfois les métastases par un traitement médical. Est-ce que c'est quelque chose qui a été rapporté pour les métastases osseuses ou c'est quelque chose qui n'existe pas au niveau de l'os? Ah si, pour les métastases osseuses, là, les gros progrès, le premier progrès, ça a été les biphosphonates, qui ont quand même maîtrisé, et notamment qui sont toujours utilisés, bien sûr. Surtout que là, on a présenté les métastases appendiculaires opérées, donc c'est essentiellement un fémur, vous l'avez vu, enfin bon, je n'y reviens pas, mais les acrométastases, les métastases des côtes, ça peut parfaitement, enfin c'est de l'os qui nous intéresse un peu moins, oui, il y a un traitement médical qui est tout à fait efficace, notamment tous les anti-angiogéniques, avec des anti-angiogéniques spécifiques, souvent spécifiques pour les tumeurs. Voilà. Oui. Reins, notamment reins, seins, ils ont des anti-angiogéniques spécifiques. Une autre question? Après, comme je vous ai demandé à tous de préparer des questions, je peux vous demander quelle est la question que vous avez préparée. C'est un entraînement au DES et au DESC, ces présentations. Allez, lancez-vous. Je vais poser une deuxième question.
On a vu qu'il y a des facteurs pronostiques dans le traitement de ces métastases liés au patient lui-même, que ce soit l'état général, les comorbidités, voire un bilan biologique perturbé, des phosphatases alcalines élevées. Est-ce que ça peut être une contre-indication finalement à la chirurgie? Oui, la plus grosse des contre-indications à la chirurgie, mais qui est vite maîtrisée, c'est l'hypercalcémie. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un point extrêmement important. Et d'ailleurs, Katagiri le compte comme facteur, et c'est un petit peu idiot parce que l'hypercalcémie, c'est feu rouge ou feu vert. Feu rouge, bien sûr, on n'opère pas, et feu vert, avec des biphosphonates en perfusion, on fait chuter rapidement l'hypercalcémie. Sinon, oui, oui, oui. Un état général altéré fait changer un petit peu la donne et l'indication opératoire. C'est pour ça que l'anesthésiste est important. Entre une prothèse massive de reconstruction pour un fémur, où il y a quand même 2-3 flacons de sang, enfin flacons, poche, pardon, et un clou gamma, ce n'est pas tout à fait le même type d'opération. C'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Donc, il y a plein de choses à mettre dans l'ordinateur avant de sortir la bonne indication. Et ces malades fatigués avec un score ASA évolué, que l'on découvre avec des métastases multiples et pratiquement en fin de vie, qui étaient chez eux, tu les opères et tu en fais quoi après? Qui est-ce qui te les accepte? Il y a des centres qui vont accepter ces malades qui vont peut-être bloquer des lits? Oui, alors à l'Oncopole, ils ont créé un SSR un petit peu dédié qui s'appelle je ne sais plus comment. Voilà. Et c'est vrai que ça pose un petit problème en effet de suivi. C'est-à-dire que quand on annonce la pathologie à un centre de rééducation classique, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, par un grand fait du hasard, il n'y a pas de place. Et les gens ont peur que le cancer soit contagieux. C'est vrai que ça pose quelques petits problèmes. Mais Toulouse, avec la structure dans laquelle on est, je crois a vraiment des armes pour être en pointe de cette espèce d'organisation collégiale. Pierre, juste avant ce topo, j'étais à la première réunion de la Fédération de cancérologie qu'organise Mazières. Et donc là, voilà, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant que le CHU, là, le côté CHU se manifeste, mais il y a, en collaboration, bien sûr, avec l'ex Claudius Regaud. Oui, oui. Très bien. Louis Courteau, tu es là, j'ai vu. Tu étais sur cette communication et tu t'intéresses aux tumeurs. Tu as une petite question? Bonjour, déjà je suis désolé, je suis arrivé en cours de route parce que je suis de garde, donc j'étais en train d'opérer un malade. Donc je suis arrivé sur la fin du topo. Je n'ai pas forcément de questions, mais M. Bondial a insisté sur le fait qu'on avait beaucoup de chance au CHU parce qu'on travaillait vraiment en équipe. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir une métastase révélatrice en consultation, juste décrocher le téléphone. Dans l'heure qui suit, j'avais le scanner thoraco-abdominopelvien pour trouver le primitif. Et donc, ça permet aux patients, sur une demi-journée avec la consultation, l'aller-retour au scanner, d'avoir le primitif et déjà une petite direction dans laquelle se diriger avec le traitement ensuite de la métastase qui est prévu. Nicolas Reyna, tu es aussi sur cette communication et tu t'intéresses aux tumeurs. Moi, j'avais un petit commentaire. Merci pour cette communication, Monsieur Bondial. Monsieur Chiron, vous avez dit, c'est pas une urgence à proprement parler. Enfin, les gens ne le ressentent pas comme une urgence. Moi, j'insiste auprès des internes, il faut le ressentir absolument à l'opposé. Parce que si vous avez une métastase unique, on parlait de certains cancers qui sont absolument traitables avec une métastase. Si ça casse, l'hématome ensemence et ça devient quelque chose qui n'est plus du tout traitable. Donc, en soi, c'est une urgence. Il faut surtout pas que les internes se disent, parce que des fois, vous avez des coups de fil parce que vous êtes d'astreinte, ça n'utilise pas les voies habituelles du téléphone qu'on a ou des seniors. Et on vous dit, bon, on vous rappellera quand on fera le point. Non, non. C'est à nous d'insister pour qu'ils le prennent en charge de façon très véhémente ou de nous le transférer immédiatement. Parce qu'en fait, le pronostic vital du patient est en jeu. Et pour le coup, là, on parle de pronostic vital au même titre qu'une fracture du col du fémur. Donc, c'est beaucoup plus urgent qu'une fracture de tibia, par exemple, selon moi. Bon, oui, juste un petit commentaire. Très bonne réflexion, Nicolas. Oui. Donc, il y a un petit problème de responsabilisation de chacun, de prise en charge de la conscience de ce problème, qui paraît intéressante.
Là, j'ai quelqu'un qui pose une question par les conversations. Alors, Mourad Amrakroua, qui nous demande quelles sont les métastases nécessitant une embolisation préopératoire. De manière certaine et systématique, le rein, essentiellement. La thyroïde, mais je vous dis, pas eu beaucoup. Mais le rein, oui, incontournable. Incontournable. Parce que c'est très vascularisé. Très vascularisé, oui, oui, très, très vascularisé. Ce qui se pose d'ailleurs comme problème aussi, c'est quand on a une métastase très, très, très lytique, révélatrice, et qui a une suspicion que c'est un rein, mais qu'on ne l'a pas mis en évidence, puisque le scanner du rein est normal. On peut même se demander s'il ne faut pas passer par une première exploration vasculaire et éventuellement une embolisation. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que la chirurgie lorsque la métastase est petite? Je vois en l'imagerie, à la cancéropole, il leur arrive d'utiliser la radiofréquence, comme on fait pour les ostéomostéoïdes. Quand la métastase est petite, ils utilisent aussi la cryothérapie. Affirmatif. Du froid, ce qui m'étonne toujours, moi, parce que le froid, ça permet de conserver les spermatozoïdes et ça conserve nos greffes osseuses. Mais le froid, ce qui change, c'est la vitesse à laquelle, c'est-à-dire lorsqu'on crée un froid très rapidement, ça s'appelle la cristallisation, ça casse les cellules. Tandis que lorsqu'on fait du froid progressivement, on les conserve. Donc, quand on conserve un tissu dans une banque, c'est du progressif. Donc, je pense qu'en injectant du froid dans une métastase assez petite, peut-être que ça marche. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Toi qui vas au RCP, il le propose pas? Oui, 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 absolument. Marie Faruche et Hubert Baccellery, là, qui s'investissent dans ce domaine, ont obtenu de l'administration et de la pharmacie des aiguilles. Parce que alors, les aiguilles coûtent, mais enfin, un prix incroyable, du 1000 ou 2000 euros, enfin, incroyable. Ce que ça peut coûter pour justement aller faire la cryothérapie. Oui, puisqu'elle se fait dans les métastases hépatiques en particulier. Donc, oui, 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 il y a des indications. Dans la RCP dédiée, le radiologue a une place capitale. Capitale. Hein. C'est lui qui est interventionniste. Il est interventionniste sur certaines lésions, y compris des lésions chez nous. Il y a des métastases, notamment acétabulaires, que finalement, in fine, enfin, je ne parle pas du rachis, mais en ce qui nous concerne pour le squelette appendiculaire, l'indication intéressante, ça reste les métastases acétabulaires. Après, le reste, c'est un petit peu discutable. De temps en temps, ils font de la cimentoplastie, mais sans nous montrer les patients dans un fémur ou dans un humérus, c'est franchement discutable. Dans les nouvelles techniques aussi, j'ai vu, par exemple, tu as une métastase qui te paraît unique, mais elle ne l'est pas, parce que la seule que tu as vue, c'est celle qui se soit développée, donc tu peux opérer, mais il y en a certainement d'autres ailleurs qui vont se développer. Alors, il y a certaines tumeurs qui ont des marqueurs, et qui servent par exemple au PET scan, et si ces marqueurs sont rendus radioactifs, ils vont se fixer sur les endroits où il y a des métastases non vues, ils les détruisent. Alors, c'est par exemple les marqueurs au lutécium. En Allemagne, c'est utilisé depuis 2011. Et il y a des publications assez fréquentes qui montrent que ça brûle un peu les parotides. En France, on n'a toujours pas accès à ces marqueurs. On n'a même pas fait le premier malade en France sur ce sujet. On a 10 ans de retard par rapport aux autres pays européens, alors que c'est une solution. C'est-à-dire qu'on pourrait enlever la métastase chirurgicale et traiter les autres avec ces marqueurs. On pourrait avoir des gains de vie comme ça. On est un petit peu en retard pour un certain nombre de choses. Absolument. Non. D'autres questions? Allez, profitez-en, hein, parce que vous avez un spécialiste des tumeurs, là. Profitez-en. Non? On reste là? Pierre Lemonnery, tu as participé à ce travail? Tu as une remarque à faire? Pierre? Non, oui. Non, je n'ai absolument aucune remarque à faire. Comme je dis, c'est une chance de pouvoir assister à ce genre de cours parce qu'on a participé à beaucoup d'articles et ça a permis de faire une mise au point sur l'activité onco-ortho en France et d'avoir l'un des leaders dans le domaine. C'était intéressant de savoir, d'avoir les guidelines et ce qu'il en était. Dis-moi, tu vois bien qu'ici à Toulouse, ça repose beaucoup autour de Paul.
À Bordeaux, ça se passe comment? C'est-à-dire quand il y aura des sais rien. tumeurs à Bordeaux, est-ce qu'il y a un centre qui s'occupe des tumeurs? Est-ce qu'il y a des RCP? Est-ce qu'il y a un chirurgien qui s'occupe tout particulièrement des tumeurs osseuses? Comment ça marche? J'en sais absolument rien. Je crois que le professeur Fabre s'en occupe. Oui, Thierry, c'est Thierry. Oui. Mais je ne sais pas du tout. C'est Thierry. Alors après, je ne sais pas s'ils ont un recrutement. Ils doivent avoir le même recrutement que nous, c'est-à-dire du recrutement endo-CHU. Et après, ils doivent avoir le recrutement du centre anticancéreux. Hein. Il y avait des questions qui se sont affichées, j'ai vu en bas. En bas, des Deux questions. questions. Une question sur la cimentoplastie. Et alors, la cimentoplastie, on peut la concevoir de deux manières. Faite par les autres, c'est-à-dire les radiologues. Et j'en ai touché mot, c'est-à-dire qu'elle est intéressante notamment pour le cotyle, mais il faut bien sûr des conditions, une petite, que le volume de la tumeur lytique au niveau du cotyle soit quand même relativement peu importante. Il faut qu'il reste de l'os sous-chondral, parce que sinon on injectera le ciment dans l'ostéolyse et hop, elle va passer dans l'articulation, ce qui ne fera pas du bien à la tête fémorale. Donc il y a des indications quand même très, très, très précises. Discuter en RCP. Et puis il y a la cimentoplastie du chirurgien. C'est sûr que si on fait un geste intratumoral pour de multiples raisons, il faut avoir la cimentoplastie entre guillemets facile. Ne pas avoir peur à rajouter du ciment au sein de la tumeur, surtout et à plus forte raison si on fait un geste à ciel ouvert. Voilà. Et l'autre question, c'était quand il y a 2-3 métastases. Alors, tout dépend du lieu. Moi, les métastases que l'on opère sont celles que vous avez vues, c'est-à-dire fémur, humérus, cotyle, dorsal de l'avant-bras, tibia. Tibia, c'est quand même de plus en plus rare. Enfin, c'est rare. Mais à part ça, il y a dans la série du symposium, il y avait quelques scapulectomies. J'en ai fait une la semaine dernière sur une métastase révélatrice d'un cancer du rein, de la scapula. Je fais une scapulectomie partielle. C'est l'ambiance actuelle, quoi. Sont les idées actuelles. Les cancérologues nous poussent à ça parce qu'ils se sont rendus compte que le pronostic était bon, comme tout le monde le sait, tout le monde l'a validé, mais surtout, il y a une diminution de la masse des cellules tumorales qui favorise, si on peut dire, l'action de la thérapeutique médicale générale. Donc, même un geste endotumoral de curettage et de résection de la métastase peut être intéressant sur le plan de l'action thérapeutique du traitement général. Dis-moi, pour le ciment, on peut l'utiliser en 2 temps. Par exemple, tu cimentes pour protéger la synthèse, pour pas qu'il y ait une rupture, et la malade ou le malade vit beaucoup plus longtemps que prévu. Est-ce qu'on peut y revenir pour faire une autre chirurgie après? Ça t'est arrivé, ça? Non, ça ne m'est pas arrivé. Bon, ils finissent tous mal. Eh oui. Je viens de faire mais c'était différent, sur un sarcome des Ewing, par contre, un sarcome des Ewing du tibia, je viens de faire un masquelé. Enfin, je suis parti, je n'ai pas fini le masquelé. Et j'ai enlevé, j'ai mis le clou, j'ai mis du ciment, la petite finit sa chimio, finit sa radiothérapie. Et alors, il faut que j'attende parce que la radiothérapie, c'était un Ewing. Dans 3-4 mois, je lui ferai une RIA et je lui mettrai. Donc, c'est valable pour le primitif. Mais oui, mais là, c'est un primitif, c'est un Ewing avec un pronostic très favorable. Ça a été chimiosensible, la réaction était R0, elle a eu de la radiothérapie, elle va être guérie. Allez, d'autres questions? Sinon, on va terminer. Allez-y, c'est l'intérêt de ces vidéoconférences, c'est facile de poser des questions, même par écrit, vous avez vu, si vous êtes trop timide. Non, Paul, tu vas conclure. Oh, j'ai conclu déjà. Vous remerciez remercier l'auditoire. Remercier l'auditoire. Allez, au revoir à tous. Et donc, soyez présents et faites connaître ces conférences autour de vous. Envoyez-les à vos amis, à qui vous voulez, même à vos amis chirurgiens, orthopédistes ou rhumatologues si vous en avez. Ouais. Et donc, sur cette grande phrase que j'enlèverai, que je couperai au montage, je vous laisse. Donc là, dans les écrits, j'ai merci. Bien, on te dit merci. Au revoir. Très bien. Bonne soirée. Merci, Paul. Merci.